le regard des autres. Voilà un sujet si complexe et si profondément large qu'une seule vidéo suffira absolument pas pour traiter tout ce qui incombe à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais traiter ce sujet de manière plus historique, en tout premier pour expliquer vraiment d'où sort ce phénomène sociologique qui nous fait interagir entre nous, êtres humains. Je vais essayer de faire au plus simple et je vais traiter tout ça d'un point de vue plutôt évolutionniste. Ensuite, je vais traiter certains points plutôt liés à tout ce qui est philosophique, tout ce qui est sociologique, vraiment des théories qui ont été développées autour de ce phénomène-là sociologique. Et pour terminer, je vous donnerai quelques conseils. C'est vraiment plus des choses qui me servent à moi dans ma vie de tous les jours, que je mets vraiment en pratique, que je mets vraiment en application. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément aller au fond des choses, essayer de comprendre d'où ça vient, d'où est-ce que ces comportements viennent, et puis je me pose toujours 36 000 questions. Et en fait, cette vidéo, elle sort de ça. Elle sort de mes interrogations, elle sort de mes recherches que je fais pour moi dans ma vie de tous les jours. D'un point de vue évolutionniste, à l'époque préhistorique, l'humain vivait en groupe principalement pour la survie. Je vous en prends rien jusque-là, on s'en doute bien. Mais donc du coup, ça c'est vraiment d'un point de vue évolutionniste, attention. Le groupe, il était vraiment essentiel pour la protection, pour la reproduction et pour la chasse. Du coup, évidemment que le jugement, le regard des autres, etc. Donc là, on parle même pas encore de toutes les classifications complexes qu'on a aujourd'hui au niveau social, mais le jugement des autres, il était tout simplement utile pour maintenir la paix et la sérénité au sein du groupe même. Donc ça, c'était vraiment à l'époque, quand on n'avait pas forcément encore toutes ces sociétés évoluées qu'on a aujourd'hui. C'était simplement pour la survie de la tribu, en fait, tout simplement. On se jugeait les uns les autres pour identifier les comportements dangereux et les personnes qui ne participaient pas à la vie du groupe, pour aussi pouvoir encourager la coopération et la loyauté entre les uns et les autres. Et aussi, c'est un comportement qui permettait de renforcer cette appartenance dont on va parler tout au long de cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment plus un petit peu, je dirais, les racines historiques, sociologiques de ce comportement. Après, comment du coup ce comportement a évolué en passant de ça à la diversification, le jugement complexe qu'on a ancré, enraciné au fond de nous aujourd'hui. Donc comme on l'a dit, à l'origine, les êtres humains, ils vivaient dans des petits groupes, dans des petits clans. Donc il faut s'imaginer vraiment que c'est pas la société qu'on a aujourd'hui. Au fur et à mesure de l'évolution de nos sociétés, avec l'émergence des villes, des royaumes, les relations sociales et les gens entre eux ont pris une forme beaucoup plus complexe, avec aussi la démographie qui a augmenté. Donc beaucoup plus de monde en fait. Ça devient un peu un bourbier, ça devient un petit peu compliqué, ouais. Et du coup, qui dit plus de monde, dit également que ça devient de plus en plus compliqué de maintenir un lien interpersonnel avec les gens. En parlant d'impersonnalité, tout ça, ça a évolué vers un mécanisme en nous de différenciation identitaire. Donc on a commencé à mettre les gens dans des cases, selon des critères par exemple de culture, de religion ou encore de comportement. Et ça a contribué à la formation de groupes identitaires, donc ethniques, religieux, culturels, idéologiques, etc., etc. Ce phénomène-là, il a permis au groupe de se renforcer en excluant tous ceux qui étaient jugés comme anormaux, marginaux. Et là, on voit vraiment que ce processus d'exclusion, il va bien au-delà du rejet individuel de la personne. Parce qu'en fait, il a permis tout simplement de construire un système hyper complexe où certains groupes sont intégrés dans le pouvoir, par exemple la noblesse, les élites économiques, tandis que d'autres sont marginalisés, comme les pauvres, les femmes, les personnes racisées, etc., etc. Bon, j'ai des soucis de lumière, donc il y a fort moyen que ça bug un peu, calculez pas. La théorie du contrôle social, selon Goffman, elle explique que dans la société, on agit souvent comme des espèces d'acteurs. On a tous une sorte de rôle. On est comme dans une espèce de pièce de théâtre sur une scène gigantesque. Chaque personne joue un rôle différent selon l'endroit, avec les personnes aussi avec qui il est. Par exemple, je pense que vous pouvez le constater aussi dans vos vies, on agit différemment avec notre famille, les personnes de notre famille, les personnes qui sont dans nos groupes d'amis, même dans les groupes d'amis, dans les différents groupes d'amis qu'on peut avoir, on n'agit pas de la même manière. Au travail aussi, on agit différemment avec nos collègues, etc., etc. Donc les idées clés dans cette théorie-là, on peut en regrouper, moi j'en ai regroupé 4. Donc au tout premier, comme j'ai pu dire, c'est vraiment cette scène sociale. On essaye en permanence de projeter une image de nous qui, on va espérer, faire plaisir aux autres, qui va plaire aux autres. Voilà, je trouve mes mots. Le deuxième point, c'est essayer de gérer l'impression. On fait constamment attention à l'image qu'on donne, que ce soit par notre comportement ou par notre apparence aussi, tout simplement, ou aussi nos paroles. Par exemple, au travail, on agit de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus
professionnel. Et avec nos amis, on va agir de manière beaucoup plus décontractée, plus naturelle, si je peux dire. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est les backstage et les front stage. Selon Goffman, il y a des moments où on doit jouer notre rôle devant les autres, sur la scène du coup, et d'autres où on peut être plus naturel, donc se détendre. Comme j'ai dit avant, j'ai donné l'exemple, avec les groupes professionnels et personnels. Voilà. On arrive du coup au quatrième point, c'est le contrôle social. Donc c'est pas seulement une pression sociale extérieure, parce qu'on se contrôle aussi nous-mêmes. On cherche constamment à répondre aux attentes des autres pour pas se sentir rejeté. Et donc du coup, on revient encore à ce besoin d'appartenance. Tous ces rôles sociaux, ils sont régulés par des sortes de stigmates. Donc un stigmate, c'est quand on est jugé négativement. Ça peut être lié à son apparence, à son passé. C'est une théorie que je trouve assez intéressante. Dans la société, tout le monde est à la même échelle. C'est inconscient, c'est en nous, mais on joue tous un rôle avec les gens. Et le fait de s'en rendre compte, le fait d'en avoir conscience, ça permet aussi de prendre du recul sur la situation et d'essayer d'être le plus naturel possible et d'être le plus soi-même possible. On reviendra un petit peu sur tout ce qui est de l'introspection, etc., etc. Mais ça permet aussi de se rendre compte que, au final, on n'est pas si authentique que ça parfois. Je vous invite à faire le constat autour de vous, dans vos groupes d'amis par exemple, ou simplement que ce soit juste un duo ou un trio, vous n'aurez pas le même comportement avec cette personne-là qu'avec une autre. Pourquoi? Parce que, ben oui, vous jouez un rôle, peut-être que c'est une facette de vous que vous exprimez plus avec telle ou telle personne, mais c'est quand même deux rôles différents. Vous n'allez pas être forcément la même personne avec cette personne-là qu'avec cette personne-là. Et c'est aussi intéressant à analyser quand vous évoluez. Parfois, ces rôles-là, ils vous emprisonnent et vous êtes plus vraiment, vous vous sentez plus forcément à l'aise de jouer ce rôle-là. Donc c'est aussi à ce moment-là que c'est important de faire des choix pour votre évolution, simplement. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, j'aimerais bien revenir sur une phrase que je trouve particulièrement intéressante et qui m'a beaucoup interpellée en termes philosophiques, c'est la fameuse phrase de Sartre: «L'enfer, c'est les autres». En fait, cette phrase, je trouve qu'elle est souvent mal comprise. J'aimerais bien revenir dessus. Donc, du coup, l'enfer, c'est les autres. Ça veut pas dire que les gens sont méchants ou insupportables. Ça veut pas dire ça. Ça veut surtout dire que le regard des autres peut rapidement nous emprisonner. Quand on est avec des gens, on se sent souvent jugé, comme on l'a dit tout au long de cette vidéo. Et du coup, comme on l'a dit, on n'a pas toujours le contrôle sur l'image qu'on a de nous. Dans la pièce de Sartre, qui s'appelle donc Huis clos, on voit les personnages qui sont coincés dans une pièce et donc ils se rendent compte qu'ils ne souffrent pas forcément à cause d'un enfer traditionnel comme on pourrait l'imaginer, donc avec les démons, avec les flammes, etc. Mais parce qu'ils sont prisonniers du jugement des autres. Par cette phrase-là, Sartre, il nous fait vraiment réfléchir à cette question: est-ce qu'on vit pour soi ou est-ce qu'on vit pour plaire aux autres? On parlait tout à l'heure d'identité. Moi, j'aimerais bien revenir aussi sur la construction de notre identité et la théorie du moi miroir de Charles Horton Cooley. Donc, la théorie du moi miroir, Looking Glass Self, on adore mon accent anglais en fait. Ce concept, il nous explique simplement qu'on se voit nous à travers les autres. Notre identité et notre estime de nous-mêmes, elle est influencée par la manière dont on pense que les autres nous perçoivent. En fait, Coulet, il identifie trois phases principales du processus. En tout premier, l'imagination de l'image que les autres ont de nous. En deuxième, l'imagination du jugement des autres. Et en troisième, la construction du sentiment de soi en fonction de ce que les autres pensent de nous. Donc, l'imagination de l'image que les autres ont de nous, c'est en fait le fait que on se forme une idée de la perception que les gens ont de nous. Tout simplement comme son nom l'indique, en fait. Je sais pas pourquoi je vais plus loin. Deuxième point, après avoir imaginé ce que les gens peuvent penser de nous, on suppose le jugement que les autres vont poser sur nous. Ce jugement, du coup, il peut être positif ou négatif. Par exemple, si quelqu'un rit après avoir fait une blague, on interprète ça comme une approbation de notre blague et on se perçoit, du coup, on va identifier ça, on va assimiler ça au fait qu'on se perçoit comme drôle. Et si au contraire la blague, elle fait pas rire, on va penser qu'on n'est pas drôle. Du coup, le troisième point, comment est-ce qu'on en vient à se construire de ce qu'on pense que les autres perçoivent de nous? Simplement, on va commencer à s'auto-analyser en fonction de ce qui retape en face. Donc si une personne reçoit souvent des compliments sur son intelligence ou sur son physique, elle commencera à se percevoir comme intelligente, comme belle, et elle agira en conséquence. Et à l'inverse, ça peut être aussi négatif. On adapte nos comportements en fonction de la manière dont on pense être perçu, ce qui renforce plus ou moins certaines facettes de notre personnalité, en fonction de certaines interactions. Donc ça peut être... C'est ça qui est dangereux, parce qu'en fait, suivant les personnes qu'on fréquente, elles font ressortir certaines facettes plus ou moins grandes de nous. Voilà.
Mais bon, là-dedans, peut y avoir des erreurs du coup d'interprétation parce que tout ça, c'est là-dedans, dans notre imaginaire et c'est souvent lié à une forme d'anxiété qu'on décide de toujours tout vouloir interpréter ce qui se passe en face. On sait jamais avec certitude ce que la personne, elle peut penser en face de nous et comment les gens nous perçoivent réellement parce que je vous apprends rien quand je vous dis qu'on n'est pas dans la tête des gens. En pensant comme ça et en agissant comme ça, on provoque le plus souvent soit des malentendus, soit des suppositions qui sont la plupart du temps complètement erronées et ça peut aussi développer des complexes qui sont complètement injustifiés. Le truc c'est que en tant qu'être humain, ces interactions sociales, c'est un processus qui est continu, qui nous permet de nous ajuster à la société qui évolue. On agit tous comme ça de manière plus ou moins inconsciente pour essayer d'adapter notre image en fonction de ce que la société elle nous renvoie. Je vais juste retirer ces lunettes là. Moi personnellement de ma propre expérience, ce que j'ai pu développer, donc une fois j'ai entendu un prêche qui m'a énormément impacté et que j'ai beaucoup réécouté sur la théorie des cercles d'influence ou des cercles de proximité. C'est une méthode qui m'a vraiment énormément aidé à vraiment essayer de mettre des limites et mettre des priorités aux gens dans ma vie. L'idée en fait c'est simplement de, j'aime pas trop ce mot, mais classifier dans vos vies l'influence que les gens ont sur vous. Tu vas pas accorder la même importance à chaque personne dans ta vie, sinon tu exploses en fait. Ça va pas du tout. En fait concrètement il faut imaginer ça sous forme de cercle autour de toi. Donc toi t'es au centre de ce cercle. C'est toi, c'est ta vie, c'est toi qui vas décider de toutes les personnes qui vont graviter autour de toi. Ensuite, on a un deuxième cercle qui est le plus proche de toi. Et dans ce cercle-là, ce sera toutes les personnes les plus influentes dans ta vie. Donc c'est celles qui ont vraiment profondément de l'importance dans ma vie, qui me connaissent profondément, qui connaissent mes faiblesses, mes défauts, mes qualités, avec qui je peux être vulnérable, qui veulent surtout mon bien et qui ont une bienveillance à mon égard, pour qui j'accorde du poids aux conseils qu'ils me donnent. Ça peut être par exemple ta famille, tes proches, tes amis les plus proches, ou encore par exemple des mentors ou des personnes de confiance. Pour chaque personne, ça va être différent. Pour chaque personne, ça va être différent. Et surtout, faut être sincère avec soi-même. Ces personnes-là, elles ont de l'importance dans ma vie. Je sais qu'elles veulent mon bien. Et quand elles me donnent un conseil, ouais, je vais me remettre en question. Je vais me remettre en question parce que je sais qu'elles veulent mon bien. Et je sais que là, ce qu'elles me disent, c'est important. Et du coup, il faut que je prenne en compte. Et ça, c'est pas n'importe qui que tu peux mettre dans ton premier cercle. C'est des personnes qui ont, moi j'appelle ça le pouvoir de parler sur ta vie. Enfin, c'est quelqu'un une fois qui m'a dit ça et j'aime bien cette expression parce que je trouve qu'elle est vraie. C'est vraiment le pouvoir de parler dans ta vie, de dire des choses qui vont influencer ta vie. Parce qu'en fait, tu prends en compte son avis à elle. Donc tu vas pas mettre n'importe qui dans ce premier cercle. Ensuite, le cercle intermédiaire, donc le deuxième cercle. Donc ici, tu vas plus retrouver des connaissances, des collègues, des amis ou ouais, vraiment plus des personnes déjà plus éloignées avec qui par exemple t'échanges de temps en temps mais dont l'opinion elle doit absolument pas influencer mes choix. Ils peuvent avoir un avis sur ma vie, sur mes décisions, etc. mais c'est pas leur regard qui vont me définir, qui vont influencer mes décisions et j'estime pas peut-être leur bienveillance assez grande pour qu'ils puissent avoir un impact dans ma vie ou j'estime pas leurs conseils assez bons pour qu'ils puissent avoir du poids dans ma vie. Et donc le dernier cercle, le troisième cercle, donc le cercle extérieur. Donc là, ça va être toutes les autres personnes qui sont pas dans le premier et le deuxième cercle. Donc les inconnus, les gens sur les réseaux sociaux. En fait, toutes les personnes qui vont juger sans rien savoir de moi, sans me connaître, sans connaître mon passé, sans connaître mon vécu, sans connaître mes rêves, mes envies, etc. Et donc ce regard-là, comme ces personnes ne me connaissent pas réellement, le regard qu'elles ont sur moi et qu'elles portent, le jugement qu'elles portent sur moi, ne devrait pas avoir d'influence sur moi. Et donc en fait, le fait de classifier les gens comme ça permet vraiment de relativiser. En fait, faut se dire, si une critique vient du cercle extérieur, pourquoi se laisser atteindre alors que c'est quelqu'un qui ne connaît rien sur moi, qui ne connaît rien sur ma vie, qui vient donner son avis. Et même du coup, dans les cercles les plus proches, comme j'ai pu dire par exemple dans le deuxième cercle, c'est pas parce qu'une personne a une opinion de moi que je dois forcément la laisser définir ma valeur. Parce qu'elle me connaît peut-être pas forcément assez pour avoir cet impact-là sur moi. Cette méthode, non seulement elle aide à classifier les gens au niveau de l'impact qu'ils ont sur vous, mais ça sert aussi à mettre des priorités sur les gens. Vous n'allez pas forcément mettre votre femme et votre mari, donc votre famille, vous n'allez pas forcément les mettre dans le même cercle que vos amis. Vous aurez plus tendance à prioriser votre famille que vos amis. C'est peut-être parfois quelque chose d'instinctif, mais le fait même de le faire avec ses amis, ça peut nous aider aussi à nous y retrouver, tout en restant dans la bienveillance, etc. mais ça peut nous aider à nous y retrouver dans ce qu'on décide de faire. Ça sert à gagner de l'énergie en fait, à ne plus forcément perdre mon temps, perdre de l'énergie justement, avec le regard des gens qui ne comptent pas vraiment, avec la voix des gens qui ne comptent pas vraiment pour moi dans ma vie, parce que comme j'ai dit, ils me connaissent pas.
Ils connaissent pas ma valeur, ils savent pas qui je suis. Donc voilà, ça c'est vraiment une technique que moi j'ai mis en application dans ma vie, que je mets au quotidien et que j'essaie de me rappeler le plus souvent possible quand c'est des choses qui m'arrivent de temps en temps. Et ben t'essaies de te rappeler ça que ouais, cette personne elle est pas dans mon cercle, elle me connaît pas, donc pourquoi se laisser atteindre? En fin de compte, c'est important de se rappeler à chaque fois qu'on a tous le droit de choisir qui a de l'impact dans notre vie ou non, plutôt que de laisser le jugement extérieur définir notre valeur, ou qui nous sommes, ou qu'est-ce qu'on doit faire. C'est un choix, on peut choisir qui nous entoure, et les personnes qui nous soutiennent, et surtout les personnes qui nous aident à grandir. Donc ça, c'est quelque chose ça fera peut-être l'objet d'une vidéo différente. Mais je vous encourage vraiment à réfléchir aussi à vos relations, à vos différents cercles de relations, comme j'ai pu le faire moi là maintenant. Et puis, quelle influence chaque personne qui est proche de vous a le droit d'avoir dans votre vie ou pas. Puis oui, effectivement, ces cercles de confiance, ils sont dynamiques, ils peuvent évoluer, parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent de votre vie, mais je reste persuadée qu'il faut rester enclin au changement, c'est très très important. Parce que parfois, certaines personnes qui sont proches, elles prennent du recul, et d'autres qui sont plus éloignées, elles commencent à prendre une place importante dans votre vie, et juste ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et du coup, ça faut savoir aussi l'identifier, et puis savoir le changer aussi dans votre tête, et l'adapter dans vos différents cercles de proximité. Donc voilà, moi j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, moi ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Je suis allée en surface, j'ai pas forcément tout creusé, en passant le plus possible sur les points que j'estimais être les plus intéressants. Après, on peut encore dire énormément de choses, hein. Vraiment, 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 c'est un sujet qui est très, 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 très long, très complexe, mais je trouvais intéressant de le faire sous cette forme-là. Donc voilà. J'attends vos retours et puis, ben voilà, ciao!